Bien, mes chers collègues, bonjour. Notre commission poursuit aujourd'hui son cycle d'audition préalable à l'examen du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Le texte a été déposé mercredi 3 avril sur le bureau de notre Assemblée et renvoyé à la Commission des affaires économiques. Je précise que nous examinerons tous les articles au fond. Pour rappel, la Commission des affaires économiques entamera la discussion générale puis l'examen des articles mardi 30 avril, laissant ainsi aux deux commissions s'étant saisies pour avis, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, la possibilité de siéger le lundi 29. La décision prise par la conférence des présidents ce matin pour contester les conditions de présentation de l'étude d'impact accompagnant le projet de loi n'a aucune conséquence sur notre calendrier, puisqu'une commission peut très bien se réunir alors même qu'un texte n'est pas inscrit à l'ordre du jour de la séance publique. Je précise d'ailleurs que le projet de loi n'avait pas encore été inscrit à l'ordre du jour, ce qui ne nous a pas empêchés de débuter nos travaux et s'il l'avait été, son inscription serait seulement suspendue jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel, article 47-1 du règlement. En tout état de cause, la décision du Conseil interviendra bien avant la première réunion de notre commission, le 30 avril, puisqu'il dispose de 8 jours pour se prononcer. Nos rapporteurs ont commencé leurs auditions auxquelles chacun d'entre vous peut participer. L'ensemble du texte est supervisé par notre rapporteur général Éric Girardin. Nicole Lepay s'occupe des titres 1er et 2 sur la souveraineté alimentaire et la formation, à l'exception des articles 4, 5 et 6 confiés à Pascal Lavergne, qui a également en charge le titre 4 sur les mesures de simplification. Enfin, Pascal Lecamp, groupe Modem, s'est vu confier le titre 3 relatif à la transmission des exploitations. Le bureau de la commission a néanmoins souhaité que des réunions plénières de notre commission puissent être organisées afin d'entendre les principaux représentants de la profession agricole. Nous avons ainsi reçu la coordination rurale le 27 mars, ainsi que l'agence bio et la Fédération nationale d'agriculture biologique le 2 avril. Nous achèverons ce cycle d'audition demain après-midi en recevant successivement la FNSEA, les jeunes agriculteurs et la Confédération paysanne. Pour l'heure, il nous appartient d'entendre le mouvement de défense des exploitations familiaux, le MODEF, représenté par M. Gilles Bernard, vice-président, et M. Guénaël Poulmar, membre du comité directeur, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous précise, pour l'enregistrement et la bonne tenue de notre débat, que nous suspendrons la séance au moment du vote de la motion de rejet qui est en train d'être expliquée dans l'hémicycle. Messieurs, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je commencerai par un petit préambule où je me présente. Mon grand-père a été résistant communiste et déporté. Il a été maire de sa commune dans laquelle je vis, et ce qui a énormément influencé mon parcours syndical et mon implication au sein du MODEF. J'attache donc une grande importance à la chose politique et au travail qui est fait par votre commission. Et je vous remercie donc de nous avoir invités à participer à cette audition. J'ai assisté aux réunions préparatoires à la LOA sur l'installation et la transmission. Très vite m'est apparu un petit problème, que si on voulait trouver des solutions, il fallait définir avant tout un modèle agricole. Je pense que si on n'arrive pas à trouver un modèle commun, on n'arrivera pas à trouver de solution. Et je pense que la catastrophe qui se profile, qui est la diminution drastique du nombre d'agriculteurs, sera inéluctable. Ce qui m'apparaît depuis quelques années, c'est un changement au niveau des exploitations agricoles, à savoir deux types, des très grosses exploitations qui vont alimenter la grande distribution et les très petites exploitations qui vont alimenter les petits marchés et la vente directe. Cette future loi d'orientation tombe dans une période où une très grande majorité des exploitants sont désespérés et se demandent s'ils vont pouvoir passer l'année. La crise qui les frappe de plein fouet est d'une ampleur sans précédent et les actions menées par les paysans au mois de janvier et février, tant sur la forme que sur le fond, en témoignent. Ils sont aujourd'hui les laissés pour compte d'un système qui a fait le choix de la finance contre le travail, en se lançant dans une guerre économique qui met les paysans du monde en situation d'effondrement permanent et d'affrontement permanent. La dictature de la concurrence libre et non faussée, avec son lot de déréglementation, a démantelé tout ce qui protège l'être humain ainsi que les travailleurs de la terre.
ce qui nous a conduit à la crise agricole aujourd'hui. Il est donc trop facile de dénoncer le manque d'organisation des producteurs ou la non-contractualisation de certaines productions pour justifier cette crise, comme la viande bovine, les fruits et légumes et le vin, qui sont les produits certainement les plus en crise actuellement. La contractualisation serait devenue l'outil idéal de régulation des marchés, prix et volume, si l'on en croit Madame la ministre déléguée de l'Agriculture. Pour le MODEF, cette contractualisation ne remplacera jamais, pour le lait, le sucre et le système de quotas, pour réguler la production, à savoir les droits de plantation de vignes. En effet, un contrat est un acte volontaire et individuel. De fait, la contractualisation donne le pouvoir aux organismes stockeurs et aux transformateurs. Complètement dogmatique quand on nous affirme que pour sortir de la crise, il nous faut être compétitif. Pire encore, le syndicat majoritaire propose un plan social agricole pour liquider 100 000 paysans en difficulté. Autrefois, on pouvait se dire que la disparition des exploitations agricoles était liée à un manque de qualification. Aujourd'hui, je vous garantis que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les prix des produits agricoles payés aux producteurs ne couvrent pas les coûts de production. Lactalis a relevé le prix d'achat du lait de 405 € les millilitres à 420 € les millilitres. Ça nous ravit. Le coût de production en vache laitière conventionnelle de plaine est de 561 € les millilitres. Vous voyez donc le manque à gagner. On est en dessous du coût de production. Le MODEF dénonce avec fermeté les orientations politiques qui nous ont menés à cette situation. Le MODEF, depuis des années, avait prédit cette grave crise. Toutes nos revendications, on les défend depuis des années. Elles n'ont jusqu'à présent pas été écoutées. Il a fallu la crise, les grèves dures pour que le monde paysan se fasse entendre. Je le regrette. Comme nous l'avons toujours dit, les produits agricoles ne peuvent pas être traités comme de simples marchandises en France, en Europe et dans le monde, car ils sont à la base de notre société. L'agriculture est porteuse d'enjeux fondamentaux, à savoir l'éradication de la faim dans le monde, y compris dans notre propre pays, l'aménagement des territoires et la vie dans les campagnes, la protection des sols, de l'eau, qui constitue le support de la vie végétale et animale, la lutte contre le réchauffement climatique, qui va être selon moi un des enjeux majeurs auxquels l'agriculture va devoir participer. Le droit des peuples à pouvoir se nourrir eux-mêmes pour garantir leur souveraineté alimentaire, leur sécurité alimentaire et enfin l'enjeu qui est à la base de tous les autres, celui de pouvoir vivre dignement de notre travail. C'est notre socle de revendication. L'agriculture industrielle, l'agriculture sous l'emprise du libéralisme qu'on veut nous imposer dans ce projet de loi, ne peut pas répondre à ces enjeux car son objectif est individualiste et ne vise qu'à mener au détriment du monde paysan. L'agriculture familiale, telle que nous la défendons, est seule à même de pouvoir répondre à tous ces enjeux. Solidaire, progressiste, à taille humaine, empreinte de bon sens, adaptée au territoire, intégrée dans son environnement, elle est plus moderne que jamais. Cela implique de bouleverser les politiques agricoles qui nous sont imposées depuis des années, de refuser que les prix agricoles soient fixés par 10% de la production mondiale qui circule de continent en continent et qui sont joués en bourse, comme notamment à Chicago pour la céréale. Sortir l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce, de permettre à chaque pays ou groupe de pays de décider en toute souveraineté de sa politique agricole. Nos propositions s'inscrivent dans une profonde réorientation de la PAC. Cette PAC doit se reconstruire autour du principe de souveraineté alimentaire. Le MODEF demande donc la préférence communautaire en produits agricoles et alimentaires soit sortie du placard bruxellois dépoussiéré et mise en application. L'article 1 du projet de loi introduit la souveraineté agricole et alimentaire dans le droit français. Le MODEF demande la suppression de la définition écrite par le ministère de l'Agriculture de la souveraineté alimentaire. Les libéraux ont travaillé à vider la notion de souveraineté alimentaire de son objet fondamental. Elle acte un contexte de concurrence internationale accrue, poussant à une agriculture de compétition à bas coût. Nous revendiquons la définition de la via campesina, dont nous sommes les fondateurs. La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite par des méthodes écologiquement saines et durables, et leur droit de définir leur propre système alimentaire et agricole.
La préférence communautaire est plus que jamais d'actualité, non seulement au regard de la souveraineté d'un peuple, mais aussi au regard de la sécurité sanitaire des aliments et de la protection de l'environnement. Tout concourt aujourd'hui à relocaliser les productions en Europe et dans nos territoires, au plus près des bassins de production. Le développement de nos productions de protéagineux, par exemple, permettrait de diversifier les assolements, ce qui aurait des effets bénéfiques, d'un point de vue économique, agronomique, écologique et social. Les outils de cette préférence communautaire pourraient s'envisager sous la forme de taxes variables à l'importation, de sorte que les prix d'entrée soient égaux ou supérieurs au prix du marché intérieur. En complément de cette taxe, des contingents et calendriers d'exportation doivent être créés dans le cadre d'accords de coopération avec les pays en développement en contrepartie d'une aide technique, économique et de formation pour aider au développement d'une agriculture familiale. Après plusieurs versions de la loi Egalim qui se sont révélées totalement infructueuses, le gouvernement nous propose, après un long moment d'attente, ce projet de loi d'orientation agricole. On devine les dangers pour notre agriculture paysanne, notre agriculture familiale, respectueuse de l'environnement, du bien-être animal et de nos traditions culinaires. Le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations d'agriculture n'est pas à la hauteur des enjeux en termes d'installation agricole, du renouvellement et du changement climatique. Ce volet dispositif, installation, transmission est pour nous du blabla de technocrates. Pourtant, 45% des agriculteurs devraient cesser leur activité d'ici 2026. Pour rappel, les installations ne compensent que les 2/3 des départs. L'installation de nouveaux paysans est urgente, puisque 100 000 exploitations vont encore disparaître entre 2010 et 2020. Les candidats à l'installation ne manquent pas, mais se heurtent à des obstacles trop nombreux. Faible rémunération, difficulté d'accès à la terre, surcharge administrative, peut-être beaucoup trop de contrôle. Mais moi, je ne veux pas moins de contrôle, j'en veux plus. Mais j'en veux plus pour les autres pays de l'Union européenne. Le gouvernement nous dit orienter l'installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire et énergétique adaptés aux enjeux. Le MODEF ne veut pas que les futurs paysans deviennent des agro-énergéticiens au détriment de leur mission de production de produits alimentaires de qualité. La création d'un guichet unique France Service Agriculture sera réservée aux chambres d'agriculture et recevra à la fois des futurs cédants et des candidats à l'installation. Ce nouveau dispositif pose certaines questions, notamment sur le pluralisme. Le MODEF alerte aussi sur la création d'un groupement foncier agricole d'investissement qui permet à des investisseurs privés de mobiliser des ressources financières pour l'acquisition des terres agricoles. La société d'aménage foncier et d'établissement rural, la SAFER, pourrait être menacée de disparaître avec ce nouveau dispositif. Cette nouvelle loi acte certains dispositifs existants, notamment sur la transmission des exploitations et l'installation des agriculteurs, comme l'indique l'article 10, sauf impossibilité 5 ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître au point d'accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l'installation des agriculteurs. Cela existe déjà. Cette loi n'a pas besoin d'y revenir. Le MODEF ne comprend pas l'existence de l'article 14 sur le cadre juridique applicable à la gestion des haies et l'article 16 concernant le statut des chiens de protection de troupeaux dans ce projet de loi d'orientation sur le renouvellement des générations en agriculture. Est-ce bien là... Pardon ? Je croyais que je parlais trop fort, excusez-moi. Je mets trop peut-être d'enthousiasme dans mes propos. Ah, c'est un peu le Sud qui parle. Je reviens donc sur les chiens de protection des troupeaux. Est-ce qu'on n'a pas d'autre chose à se préoccuper dans cette loi d'orientation ? Pour moi, ce sont des détails. Le texte ne propose absolument rien sur la fixation de prix planchers rémunérateurs, chose qu'on demande depuis des années et qui sont réalisables, garanties par l'État. Rien pour encadrer les marges de l'agroalimentaire et la grande distribution et rien pour réguler les terres agricoles. La protection sociale est complètement oubliée, elle aussi. Congés payés pour les paysans, maternité, paternité, prestations sociales, les retraites agricoles. Pour le MODEF, cette loi devrait s'articuler autour des grands thèmes suivants. La garantie d'un revenu pour les paysans,
Et si ça s'est mis en place, je vous garantis que les nouveaux installés, ils n'auront pas d'inconvénients à s'installer. Ils vont s'installer beaucoup plus facilement. S'ils savent qu'ils vont être au moins payés au SMIC, ils seront beaucoup plus motivés, je vous le garantis. Le partage de la valeur ajoutée, la création d'emplois en atteignant 1 million de paysans à l'horizon de 2030. La pérennisation et développement de la protection sociale agricole, la maîtrise de l'accès au foncier, la création d'une caisse mutuelle de garantie des aléas climatiques. Je cède la parole à Gilles. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Donc, je me présente, Gilles Bernard, je suis agriculteur dans le Vaucluse, je suis producteur de vignes et arboriculteur, producteur de cerises. Et j'habite au pied du Mont Ventoux, que vous connaissez certainement. Donc, pour la garantie d'un revenu pour les paysans et le partage de la valeur ajoutée, permettre aux paysans d'être justement rémunérés pour leur travail est une des clés afin de les installer. D'ailleurs, nous félicitons le travail de Madame la députée Marie Ponchon pour sa proposition de loi garantir un revenu digne aux agriculteurs et accompagner la transition agricole, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 4 avril. Aujourd'hui, le pouvoir a été donné à la grande distribution et on voit bien ce qu'elle en a fait. Elle raquette de manière légale les fournisseurs que sont les agriculteurs et leurs coopératives pour augmenter ses profits. Ça, tout le monde le sait. Elle pratique des marges abusives. Elle joue sur les importations pour casser le marché agricole français. Le MODEF revendique la fixation des prix planchers rémunérateurs garantis par l'État pour les produits agricoles. La mise en place d'un coefficient multiplicateur. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce coefficient multiplicateur existait jusqu'en 1986. C'est M. François Guillaume, alors ministre du gouvernement Chirac, qui était ancien président de la FNSEA, qui a supprimé ce coefficient multiplicateur. Donc on pense qu'il n'a jamais existé, mais il a existé. Et aujourd'hui, il est toujours applicable, sauf qu'il faut qu'il soit, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, il faut qu'il soit co-signé par le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Économie. Mais cette mesure pourrait encore s'appliquer de nos jours. Cette mesure obligerait le distributeur à répercuter les variations de ses prix d'achat aux consommateurs et les inciterait à acheter aux agriculteurs à des prix raisonnables pour conserver une marge unitaire attractive. L'interdiction de vente à perte. La mise en place de quotas pour toutes les productions et les droits de plantation pour la vigne. Pour rappel, les droits de plantation pour la vigne ont été supprimés en 2015 et ont été remplacés par des autorisations de plantation. Donc, dans la limite de 1% par an. Donc, ça peut paraître anodin, mais 1% pour les vignes en France, c'est 8000 hectares supplémentaires. Si on fait ça pendant 10 ans, ça fait, vous faites le compte, 80 000 hectares. À 50 hectolitres de moyenne, ça fait 4 millions d'hectolitres. Ça fait 10% de la production française. Donc, cette mesure d'augmentation des droits de plantation, enfin, d'autorisation de plantation de 1%, vous voyez les effets néfastes que ça peut avoir avec la crise viticole que l'on traverse actuellement. Donc ensuite, on va prendre de l'argent, je ne sais où, pour payer de la distillation à bas coût. Ça serait peut-être été plus raisonnable de ne pas autoriser de nouvelles autorisations de plantation et on n'aurait pas tout ce vin sur les bras. La protection des agriculteurs des marchés étrangers par la fin des accords de libre-échange conclus à ce jour, l'arrêt des négociations à venir et la sortie de l'OMC, l'adoption d'un calendrier d'importation pour les productions agricoles et les marchandises alimentaires étrangères. 1 million de paysans à l'horizon 2030. Sur la période 2015-2021, on observe 13 000 nouvelles installations pour 20 000 départs en retraite en moyenne, soit un taux de remplacement de 68%. Il faut savoir que l'âge moyen d'un agriculteur en France est de plus de 55 ans. S'agissant des aides à l'installation, 2/3 des nouveaux installés n'en bénéficient pas car ils ne sont pas éligibles ou parce qu'ils y renoncent, devant entre autres des tracasseries administratives de plus en plus contraignantes. Le MODEF souhaite une véritable politique des structures qui favorise réellement l'installation par rapport aux agrandissements afin d'enrayer la catastrophe démographique. Nous estimons qu'il est nécessaire d'avoir 1 million d'agriculteurs d'ici 2030. Et ce devrait être l'ambition de cette loi d'orientation agricole. Installer massivement des paysans pour assurer la souveraineté alimentaire, c'est le défi majeur des années à venir. Le MODEF revendique une aide complémentaire afin de garantir un SMIC durant 5 ans lors d'une installation.
Une aide à la transmission des exploitations de 30 000 € à destination des chefs d'exploitation en fin de carrière. L'installation progressive avec le système de location-vente des terres aux jeunes, par le biais de la SAFER. Une exonération du patrimoine à hauteur de 100 000 € pour favoriser la transmission hors cadre familial. Le retour des prêts bonifiés à l'agriculture afin de favoriser l'installation des jeunes. La mise en place d'un prêt à taux zéro plafonné à 30 000 € pour tout projet d'installation. L'assouplissement des règles permettant d'obtenir des aides à l'installation en repoussant la limite d'âge à 45 ans. Une dotation supplémentaire pour les SAFER pour stocker du foncier et permettre, comme je l'ai dit précédemment, aux jeunes de s'installer. Pérennisation et développement de la protection sociale agricole. Le MODEF est très attaché à la défense du système de protection sociale dont les grands principes sont issus du programme national de la résistance. Or, au fil des réformes, ces principes sont remis en cause au profit d'une marchandisation de la santé. Pour le MODEF, la santé ne doit pas être considérée comme un coût, mais comme un atout, et chacun doit pouvoir se soigner selon ses besoins. Pour relever ce défi, il est essentiel de mettre en place des dispositifs d'accompagnement des candidats à l'installation et d'accompagnement à la transmission pour celles et ceux qui prennent la retraite. Sous l'effet des mobilisations agricoles, le gouvernement a remis un rapport le 30 janvier dernier sur la proposition de loi visant à calculer la retraite des exploitants agricoles, donc non salariés, sur la base de leurs 25 meilleures années. La réforme n'aurait pas d'incidence sur le montant de la pension, même 30% seraient perdants. Les scénarios envisagés par le gouvernement sont d'une extrême complexité technique, mêlant points et annuités pour le calcul des pensions des assurés. Le texte proposé par le Sénat sur l'accumulation de points acquis tout au long de la vie, puis convertis en prestations au moment du départ à la retraite, fera de nombreux perdants dans la population agricole. Le MODEF propose une retraite pour toutes et tous au niveau du SMIC, la suppression de la CSG et du RDS pour les pensions inférieures au SMIC, le passage du taux de la pension de reversion de 54 à 74%, revenir à une retraite à 60 ans pour une durée de cotisation à 37 ans et demi, si l'on veut attirer des jeunes dans ce métier. Des moyens matériels et humains pour la mutualité sociale agricole, afin qu'elle puisse pleinement assurer sa mission auprès des agricultrices, des agriculteurs et de leurs familles. Le 100% sécurité sociale pour toutes et tous, l'égalité entre les femmes et les hommes, la création d'un service de remplacement public pour le congé maternité, la maladie et accident de travail. La prise en charge à 100% des congés des agricultrices et des agriculteurs à 25 jours par an. Dans la maîtrise de l'accès au foncier, la politique agricole nationale et européenne, que ce soit au travers des lois d'orientation ou de la PAC, privilégie l'agrandissement des plus grosses exploitations au détriment de l'installation des petites exploitations. Selon le service central des études statistiques du ministère de l'Agriculture, la surface moyenne des exploitations était de 21 hectares en 1980, 31 hectares en 1990, 42 hectares en 2000, 54 hectares en 2010 et 69 hectares en 2022. Ce qui veut dire qu'en 40 ans, la superficie a plus que triplé dans les exploitations. Les exploitations de 136 hectares représentent désormais une exploitation sur 5 et cultivent presque 40% de la SAU totale. Les très grosses exploitations de 1000 à 1500 hectares se développent de plus en plus, écrasant sur le passage les petites et moyennes exploitations. Le foncier agricole est un outil de travail permanent qu'on hérite de nos aînés et qu'on emprunte à nos enfants, comme le disait Saint-Exupéry. Il ne peut pas être soumis aux lois du marché libre et à la spéculation. Si l'on considère que l'agriculture durable ne peut pas être capitaliste et doit rester à taille humaine, alors le marché du foncier, vente, achat, location doit être régulé par un établissement public national, décliné au niveau régional et départemental, et de répondre à des règles strictes pour donner priorité à l'installation et aux agrandissements des plus petites structures. L'accès à la terre reste une difficulté majeure pour celles et ceux qui souhaitent démarrer une activité agricole. La politique d'installation doit réserver un accès prioritaire. Monsieur le Vice-président, je vais vous demander de conclure votre propos, s'il vous plaît, parce que j'ai fini. Vous inquiétez soit dans pas. le temps. Merci. Donc, la terre au service de la souveraineté alimentaire. La terre doit rester prioritairement au service de la souveraineté alimentaire et ne doit pas devenir un objet de spéculation et de rente. Défendre et valoriser les acquis du statut du fermage. Le MODEF revendique que le contrôle des structures puisse intervenir sur toutes les transactions foncières, même si la moitié des parts sociales sont vendues. Actuellement, la SAFER peut préempter que si 100% des parts sociales sont vendues. Exonération totale de la taxe sur le foncier bâti et non bâti pendant 5 ans pour les jeunes qui s'installent.
une loi foncière ambitieuse pour le renouvellement des générations en agriculture. On va répondre après, éventuellement, en reprenant les éléments pour les questions, si vous voulez bien. Oui, un truc important, 2 mots, sur la caisse mutuelle de garantie des aléas climatiques. Il y a une assurance, l'assurance que vous connaissez, assurance multirisque climatique, MRC, pardon, qui ne marche pas. On a privatisé le système de garantie. Il y a la disparition du régime des calamités agricoles a été catastrophique pour les petites et moyennes exploitations. Donc ce système d'assurance pour les exploitants a montré ses limites cette année avec les aléas climatiques que nous avons eus. Donc il faut qu'on revoie complètement cette réforme d'assurance climat. Parce qu'en plus, vous n'êtes pas sans savoir que le climat nous joue des tours de plus en plus, et dans l'avenir, ça sera également le cas. Donc il faut à tout prix revoir ce système. Donc excusez-nous d'avoir été un peu long, mais il fallait quand même que vous disiez certaines choses pour que vous ayez tous la bonne information, la bonne appréhension des enjeux agricoles à venir. Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-président. Il n'y a pas de problème, mais si on veut rester à peu près dans les temps et que chacun ici puisse s'exprimer convenablement, voilà, on donne un temps limité pour le propos liminaire. Puisque nous sommes dans le cadre de la préparation du projet de loi d'orientation agricole, je vais céder la parole dans un premier temps à 2 rapporteurs pour 2 minutes chacun. Ensuite, je vous laisserai répondre en 2 minutes aux questions qui vous auront été posées. Et ensuite, nous passerons aux orateurs des groupes. Je cède la parole au rapporteur général, monsieur Éric Girardin. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les représentants du MEDEF. En tant que rapporteur général de cette loi d'orientation agricole, tout d'abord, je vous remercie de votre présence aujourd'hui, parce que c'est toujours riche et utile, tout simplement, d'avoir ces échanges. C'est indispensable que nous puissions échanger ensemble sur ce texte, structurant pour l'agriculture française, qui est le fruit, je tiens à le rappeler, d'une co-construction et de longs mois de concertation et de travaux collectifs sur des thématiques primordiales pour notre pays, débutées depuis janvier 2023. Dans ce contexte, je voudrais vous parler de l'articulation de ce texte qui se construit autour d'un objectif majeur qui est la souveraineté agricole française. J'ai bien compris que vous aviez une autre définition de la souveraineté, mais il n'en demeure pas moins qu'il est important d'aborder ce sujet qui est quand même la formation du squelette de cette loi d'orientation. Le titre 1 de ce projet de loi fait d'ailleurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture un objectif d'intérêt majeur général. Pour atteindre cet objectif, il s'agit de répondre à une problématique en particulier qui me tient particulièrement à cœur, car je travaille dessus depuis plusieurs années, celle du renouvellement des générations en agriculture. En effet, et vous l'avez très bien précisé, dans les 10 prochaines années, un agriculteur sur 2 prendra sa retraite, et surtout, parmi ces 50% qui prendront leur retraite, 45% d'entre eux partiront d'ici 2026. Il nous faut donc prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs et la transmission des exploitations. Il nous faut aussi faciliter la transmission pour une meilleure anticipation de celle-ci, un guichet unique d'ailleurs qui permettra une simplification des procédures de transmission, mais aussi un dispositif favorisant le portage du foncier. Je réponds à votre intervention, monsieur, sur le GFAI, puisque j'ai déposé une proposition de loi sur le sujet. L'idée n'est évidemment pas du tout, contrairement à ce que vous avez dit, de faire rentrer des investisseurs privés, mais plus tout simplement de faciliter l'accompagnement du portage du foncier en introduisant de l'épargne publique. Et c'est d'ailleurs prévu dans le projet de loi, puisque notamment il y a 400 millions d'euros qui sont prévus pour le portage du foncier. Donc je voulais juste rétablir cette vérité-là, parce qu'évidemment ça a pu être dévoyé, mais évidemment que ce n'est pas du tout l'objectif. Pourquoi ? Parce que, effectivement, nous devons absolument corriger ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, nous avons un effondrement tout simplement du renouvellement des générations, et qu'il faut tout simplement corriger et inverser le tir. Désolé, j'aurais pu avoir plus de 2 minutes. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le rapporteur, Pascal Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, de votre présentation. De 1950 à 2000, les rendements ont globalement progressé pour toutes les productions en France. Depuis 2000, ils sont globalement stables. Aujourd'hui, nous avons effectivement 400 000 exploitants. Cette tendance est évidemment à la baisse.
Tous les secteurs professionnels manquent de bras. Ça, c'est un constat indéniable. La démographie aujourd'hui dans notre pays n'est pas très glorieuse en matière de renouvellement des générations. Voilà pour le côté main-d'œuvre et situation de base. Nous exportons grosso modo 50% des surfaces de céréales que nous produisons. Nous importons en revanche beaucoup d'oléoprotéagineux et surtout de protéagineux. Nous sommes très exportateurs de produits vitivinicoles avec 800 000 hectares de vignes. Nous importons 50% de nos poulets. Nous sommes autosuffisants en viande de porc, en lait, globalement en viande bovine. Et nous importons pas mal et de plus en plus de fruits et légumes. Ma question est simple. Quelle est votre vision dans ce contexte démographique, de main-d'œuvre, de niveau de rendement? Quelle est votre vision de l'agriculture à l'horizon de 2050? Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le vice-président ou monsieur... En 2 minutes pour la réponse. Au sujet du manque de main-d'œuvre, une exploitation familiale n'a pas forcément besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Ce sont les grosses exploitations qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc, il se passe aujourd'hui dans l'agriculture ce qui s'est passé un peu dans le commerce, où les grandes surfaces se sont installées, ont embauché le boucher du coin ou l'épicier du coin pour sa fin de carrière. Ils ont racheté leur magasin. Et voilà comment ça s'est passé pour le commerce. Pour l'agriculture, on est en train de vivre les mêmes choses. Les grosses exploitations rachètent les petites, embauchent l'exploitant qui a 55 ans. Et voilà comment ça se termine. À l'époque où dans tous les villages, il y avait, par exemple, 100 exploitations. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 10. Ces 10 exploitations ont des employés à l'année qui trouvent ou qui ne trouvent pas. Mais il reste 9 familles sur 10 qui ne font plus partie de l'agriculture. Donc, ça agrandit les exploitations. Le paysage s'en trouve réformé. Donc, les petites exploitations sont le garant d'une agriculture durable parce qu'ils sont nés là, ils restent là. Ce n'est pas délocalisable, ce ne sont pas des sociétés. Et avant, on produisait plus avec des petites exploitations. Il y a 60 ans, on avait 3 millions d'exploitations. Donc, toutes les politiques qui ont été faites depuis 60 ans nous amènent à la disparition des petites exploitations et des exploitations tout court. Et aujourd'hui, il n'y a rien dans cette loi qui nous permet de dire qu'on va inverser la tendance. Merci, monsieur le vice-président. Nous allons passer aux orateurs des groupes. Nous avons le temps de passer 2 interventions. Madame Lepée pour le groupe Renaissance. Merci, monsieur le président, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs. Nous ne pouvons qu'adhérer à votre slogan. Vous avez dit une agriculture rémunératrice. OK. Une agriculture solidaire, durable, responsable. Je pense que nous sommes tous dans cette salle d'accord avec vous. C'est bien pour cela que la majorité, justement, a entamé depuis plusieurs réformes, depuis qu'elle est responsable, notamment avec le vote des lois Egalim, qui ont mis enfin en place des outils spécifiques de protection du revenu agricole. Et nous poursuivons le combat avec Egalim 4, avec la mise en place aussi d'un cadre européen clair dans lequel s'inscrit notre action au service de l'agriculture. Je parle bien entendu de la réforme, de la mise en place de la nouvelle PAC, ainsi que la mise à l'agenda européen du principe de réciprocité des normes. Avec l'annonce il y a quelques semaines d'une série de mesures visant, entre autres, à simplifier, j'ai bien entendu votre demande, la vie de nos agriculteurs et d'accélérer le versement des aides. Et avec l'adoption définitive hier soir de la proposition de loi relative aux troubles anormaux de voisinage qui empêchera le recours abusif contre l'agrandissement des exploitations qui respectent la législation et la réglementation en vigueur. C'est également pour cela que nous avons vivement souhaité, après cette loi votée, cette grande loi de 2014, ce projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations, même si ça ne réglera pas tous les maux de l'agriculture. Mais elle vise à redresser le secteur agricole français, c'était aussi votre souhait, à préparer les transitions en cours, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, et à répondre aux urgences soulevées par nos agriculteurs. Alors une partie réglementaire sera par ailleurs nécessaire, puisque toutes les problématiques ne relèvent pas de la loi. Il existe des exploitations de taille diverses en France, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, elles ont toutes une valeur. Et c'est ce qui fait la force de notre pays et de nos territoires. Sachons justement préserver cette diversité. Notre ambition et notre vision se retrouvent dans l'article 1er du projet de loi, qui fait de la souveraineté alimentaire un
plus un objectif structurant de nos politiques publiques. Et ces politiques publiques veillent à préserver et améliorer la souveraineté alimentaire liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la décarbonation de l'économie. Alors l'agriculture française, c'est de la production, c'est de la compétitivité, c'est de l'exportation, des produits de qualité et aussi une traçabilité. C'est le moment opportun pour définir tous ensemble l'avenir de notre agriculture et je dirais en toute responsabilité. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le vice-président, Monsieur Poulmar, si vous souhaitez répondre. Je vais revenir sur la partie rendement. Oui, on a augmenté les rendements, mais avec quelle qualité des produits? On a augmenté les rendements avec, pour finir, pour aboutir à des produits industriels qui, là, depuis quelques années, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas forcément très bons pour la santé. Je ne suis pas pour l'abandon complet des pesticides, mais bon, il faut qu'on diminue. Je ne suis pas sûr qu'on aille dans la bonne direction. Par rapport à la loi Egalim, ça fait combien de temps qu'on attend que cette loi soit appliquée? Il a fallu que le monde paysan se mette en grève pour que là, des nouveaux contrôles, on nous l'a dit au Salon de l'Agriculture, et tout le monde se félicitait. Ah, on a fait 10 000 contrôles, je ne sais plus combien exactement, mais 10 000 contrôles de plus. Mais il a fallu qu'on aille dans la rue pour que ces contrôles arrivent. Donc moi, je suis quand même très pessimiste par ce que va donner cette loi Egalim. Ce n'est pas une loi qui va changer la donne. Là, il faut des mesures fortes. La loi Egalim, ce n'est pas une mesure forte. Elle va peut-être résoudre quelques petits problèmes à la marge, mais pour nous, elle ne sera pas suffisante. S'il n'y a pas des mesures fortes qui sont proposées au monde paysan, on va dans le mur. On se revoit dans 5 ans, ça sera très compliqué. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on puisse suspendre nos travaux quelques instants. Nous allons aller voter et ensuite nous vous retrouvons dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci de votre patience.
Bien, mes chers collègues, je vous propose de reprendre notre audition et je vais passer pour les prises de parole des groupes. La parole à Madame Florence Goulet pour le Rassemblement national. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, ce projet de loi apparaît déconnecté de la réalité alors que les revendications des agriculteurs portent essentiellement sur le revenu, l'accès au foncier, le desserrement des contraintes administratives et la concurrence déloyale. Au premier abord, des objectifs affichés de souveraineté agricole et d'aide à la transmission. Mais avec le gouvernement, il faut entendre souveraineté agricole dans le sens d'une souveraineté européenne partagée avec 27 autres pays et tous ceux avec qui l'Union européenne signe des accords de libre-échange. Quant au renouvellement, le projet de loi parle essentiellement de formation. Notre pays a besoin d'agriculteurs nombreux, bien formés, pouvant vivre normalement de leur travail. Mais pour cela, il faut favoriser la transmission des terres dans de bonnes conditions, améliorer le modèle économique pour limiter la spirale infernale de l'endettement, favoriser les nouvelles installations. Notre groupe avait par exemple proposé une exonération des droits de mutation lors de la transmission. Les terres agricoles doivent être protégées et gérées au profit de nouvelles installations de jeunes agriculteurs, tout en veillant à préserver les exploitations familiales qui permettent aussi un renouvellement de la population dans nos territoires ruraux. L'agriculture familiale prouve tous les jours son efficacité, notamment face aux défis de l'évolution climatique annoncée, grâce à la diversité de ses activités et de ses productions, soucieuse d'une tradition française de qualité et de défense du terroir. La spécialisation que l'Europe nous impose est à l'opposé de cette agriculture raisonnée, longtemps capable de nourrir notre pays et d'exporter largement ses surplus. La concurrence déloyale de produits issus d'une agriculture industrielle de mauvaise qualité détruit la valeur de notre agriculture du fait d'une contrainte permanente de prix bas et les lois Egalim n'ont pas permis de faire évoluer la situation malgré toutes les promesses. Pouvez-vous nous dire si, de votre point de vue, le projet de loi tel qu'il nous est présenté permettra de préserver et encourager ce modèle d'exploitation familiale? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le vice-président, Monsieur Pomar ou Madame, si... Sophie. Si vous avez suivi tous nos propos, on n'est pas du tout d'accord et on pense que cette loi, elle ne va pas aboutir aux choses qu'on aimerait qui aboutissent. Il y a peut-être des choses intéressantes, mais elles ne vont pas jusqu'au bout. Et nous, nos propositions, elles vont beaucoup plus loin que celles qui sont proposées dans cette loi-là. Les prix rémunérateurs, les prix planchers, s'ils étaient à un moment donné garantis, je me répète, mais les jeunes n'hésiteraient plus à s'installer. Combien de gens j'ai vu s'installer et s'apercevoir au bout de 2-3 ans qui passaient 60 heures sur leur ferme et qui ne gagnaient même pas le SMIC, sans vacances, sans congés, sans vie de famille. Donc voilà. Pour nous, cette loi, elle manque d'ambition. Merci. Pour la France Insoumise, je cède la parole à Madame Mathilde Digné. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux commencer mon propos sans évoquer la décision prise ce matin par la conférence des présidents, puisque vous êtes auditionné dans le cadre du cycle d'audition préalable à l'examen du projet de loi d'orientation agricole. Donc mon groupe de la France Insoumise a demandé la saisie du Conseil constitutionnel pour qu'il juge de la sincérité de l'étude d'impact qui est faite par le gouvernement sur ce projet de loi. Donc dans son avis publié le 3 avril, le Conseil d'État révèle plusieurs éléments qui invite à s'interroger sur la sincérité de l'étude d'impact du gouvernement. Elle est incomplète sur un grand nombre de points. Par exemple, sur la mention de l'agriculture comme contribuant à la défense des intérêts fondamentaux de la nation, le Conseil d'État indique que ce n'est pas clair et que l'utilité apparaît douteuse. Le Conseil d'État questionne aussi la portée de l'intérêt de plusieurs articles du texte, les articles 1, 10, 14, 15, 16 et 17. L'examen du texte est donc suspendu en attendant la saisine et la décision du Conseil constitutionnel. En vérité, ce texte va détricoter le droit de l'environnement et avantager l'agro-industrie, l'agrochimie face aux agriculteurs. Vous avez très bien rappelé les enjeux initiaux donnés à ce texte, assurer le renouvellement des générations en agriculture et accompagner l'adaptation au changement climatique. Sur le renouvellement des générations, le gouvernement propose ce que j'appelle des mesurettes, un bachelor, des visites de ferme pour les écoliers, France Service Agriculture.
alors que, évidemment, le premier grand obstacle à l'installation, c'est l'accès au foncier, puisque la spéculation entraîne les prix des terres agricoles à la hausse et favorise l'agrandissement plutôt que l'installation. Ce projet de loi ne propose, ce projet de loi ne propose que la création de GFAI, de groupements fonciers agricoles d'investissement, qui risquent encore une fois de ne profiter qu'aux plus grosses structures. Et enfin, le plus grand absent de cette loi, c'est le revenu. C'est ce qu'ont répété les agriculteurs en colère qui se sont mobilisés partout sur le territoire, et vous l'avez redit tout de suite. Lors de l'inauguration du Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron avait pourtant promis des prix planchers pour les agriculteurs. Vous l'avez d'ailleurs interpellé avec la Confédération paysanne et la coordination rurale afin de lui demander de tenir cet engagement. Une mesure que nous avions proposée en novembre à l'occasion de notre niche parlementaire et qui a été adoptée par l'Assemblée la semaine dernière à l'initiative de notre collègue Marie Pochon. Dans son projet de loi, le gouvernement a plutôt fait le choix de la régression écologique, faisant des réglementations environnementales les boucs émissaires de la colère des agriculteurs, des mesures d'affichage flou qui au mieux n'auront aucun effet et au pire seront dangereux. Nous avons compris dans votre présentation que vous défendiez une autre vision de l'agriculture, familiale, à taille humaine, agroécologique. Je voudrais tout de même avoir votre avis sur la mise en concurrence des productions alimentaires et énergétiques françaises, dans le sens où la politique d'installation qui est proposée dans ce texte oriente vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire et énergétique. Je vous remercie. Merci, Madame Igné. Il reste peu de temps pour répondre. Qui souhaite... Il n'y a pas d'obligation, hein, mais... Je pense que oui, on a une vision assez commune là sur l'agriculture, j'ai cru sentir. Je vais revenir par rapport au GFAI. Pourquoi réinventer la roue ? On a la SAFER déjà qui existe. Si on dote la SAFER, mais qu'elle accomplisse son but premier, de stocker les terres. Par contre, là où on a un gros doute, c'est que ce n'est pas 450 millions qu'il faut, c'est 10 ou 100 fois plus. Alors là, effectivement, on ne va pas être d'accord. Mais un GFAI, oui, pourquoi pas. Mais la SAFER existe. Pourquoi pas la relancer et qu'elle fasse pleinement sa mission ? Merci beaucoup. Pour le groupe Les Républicains, je donne la parole à Monsieur Francis Dubois. Merci, Monsieur le Président. C'est bon, c'est parti. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les membres du comité directeur, mes chers collègues, voici plusieurs mois que le monde agricole témoigne de son désarroi vis-à-vis du peu de considération dont le gouvernement fait preuve à son égard. Force est de constater que la colère n'est pas retombée. Ce projet de loi d'orientation et d'avenir agricole, et c'est le vœu du groupe LR, doit être érigé en cause nationale pour retrouver notre souveraineté alimentaire. Nous sommes loin du but. Quoi qu'il en soit, le texte qui nous est présenté est encore trop lacunaire. En l'occurrence, en Corrèze, les agriculteurs disent qu'il s'agit d'une coquille de noix vide. Il devra obligatoirement être modifié et amendé pour être efficient et répondre aux attentes du monde agricole avec pragmatisme. Nos interrogations sont donc les suivantes. Concrètement, depuis le mois de janvier et les annonces théâtrales du Premier ministre avec une botte de foin en guise de pupitre, constatez-vous des évolutions et pensez-vous que les mesures conjoncturelles sont suffisantes pour répondre temporairement à la détresse du monde paysan. Concernant les mesures structurelles, vous faites des prix planchers une de vos principales revendications. Si nous sommes évidemment d'accord sur la nécessité de garantir une juste rémunération pour nos agriculteurs, cette solution des prix planchers nous paraît une fausse bonne idée. En effet, il semble envisageable de fixer à l'avance le coût de production agricole, d'autant plus lorsqu'on constate des aléas climatiques, l'augmentation des charges et les crises géopolitiques impactant les marchés, empêchant de prévoir avec précision les coûts de production. De plus, pour que les prix ne soient pas tirés vers le bas et que le prix plancher ne devienne pas un prix plafond, il semble essentiel de conjuguer ce dispositif à un encadrement des marges afin que ni le producteur ni le consommateur, dont le pouvoir d'achat est déjà réduit, ne soient les variables d'ajustement des distributeurs. Concernant la transmission des exploitations, votre proposition du prêt à taux zéro est une excellente mesure. Cependant, vous le plafonnez à 30 000 €. Pourquoi une base si faible ? Enfin, pour soutenir la transition vers un secteur agricole plus résilient et durable, que pensez-vous des incitations fiscales pour les entreprises qui s'engagent dans la transition agroécologique ?
Que pensez-vous de l'utilisation des nouvelles technologies agronomes et des usages de l'eau? Des mesures de soutien ciblées et des incitations à la modernisation n'offriraient-elles pas des solutions beaucoup plus efficaces et adaptives que le prix plancher pour améliorer le revenu des agriculteurs à long terme? Merci, Monsieur Dubois. Oui. Au sujet du discours du Premier ministre sur